Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Cette semaine, c'est un réel plaisir de faire encore un épisode avec Emma Québec. La première fois qu'on l'avait fait, ça avait été super le fun. C'était pour le don de cellules souches à l'époque. Ouais. Mais aujourd'hui, on parle de quelque chose qui est encore plus méconnu, qui est le don de tissu. Le don de tissu humain, en fait, on entend parler du don d'organes, on sait c'est quoi, mais aussi le don de tissu. Donc ça peut être, on va les nommer dans le podcast, mais exemple, une partie des yeux, la peau, des os aussi, qui peut faire en fait une grande différence là, dans la vie de des gens, sauver même la vie de plusieurs personnes. Donc on reçoit deux personnes de chez Emma Québec, Caroline et Jimmy. Caroline qui est coordonnatrice prélèvement et développement et Jimmy qui est spécialiste en tissu humain, donc qui fait les prélèvements. Donc, on parle bien sûr de l'importance du don de tissu. Puis on se pose des questions sur la mort, sur le deuil, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on fait à notre décès, qui doit être fait dans les 24 heures suivantes, puis donc qui est, comme je le disais, différent du don d'organes. Donc, une super discussion que moi, j'ai appris vraiment énormément. Puis, ce qu'on peut faire, en fait, aussi, si on est intéressé à faire ce don-là, qui peut faire, comme je le disais, une grande différence, c'est de signer sa carte d'assurance maladie. Ça exprime votre consentement à donner vos tissus. Et puis, en parler avec vos proches pour qu'ils soient au courant que vous êtes intéressé ou poser la question à vos proches s'ils le sont. Donc, des choses qu'on peut faire. Et puis, je vous encourage d'écouter cette conversation-là qui était vraiment super intéressante puis qui est nécessaire, en fait. Tout à fait. Fait que sans plus attendre, bon podcast. Bonne écoute. Très apprécié. Ça fait plaisir. Merci pour l'invitation. On va vous avoir introduit dans l'introduction, comme il se doit en introduction, mais juste pour l'entendre de votre bouche, pour qu'on commence la discussion, j'aimerais juste savoir un peu une présentation. Qui êtes-vous et qu'est-ce que vous faites globalement dans vos vies en ce moment? On commence. Okay. Moi, c'est Jimmy. Je suis spécialiste en tissu humain chez Emma Québec depuis environ 11 ans. J'étais infirmier auxiliaire avant de commencer ce métier-là. Spécialiste en tissu humain, on n'entend pas comme souvent ça. Avant qu'on s'en fasse parler puis qu'on sache qu'on allait tenir cette conversation-là, j'avais jamais entendu un spécialiste en tissu humain. Oui, c'est ça. Comme un métier relativement assez méconnu. Je pense qu'à Québec, on doit être moins d'une dizaine. Okay. Ouais, vraiment. À Emma Québec, on est la plus grande banque de tissus humains au Canada. Donc, la majorité des gens qui sont spécialistes travaillent chez Emma Québec en ce moment. Fait qu'on est vraiment moins d'une dizaine. Actifs en ce moment, aux opérations, on est 4. OK. Grosso modo, ouais. Fait que tu étais infirmier avant? Ouais. Et comment ça s'est fait, le switch vers un spécialiste en tissu humain? C'est quand même une belle histoire. Dans le fond, en 2014, juste avant de tomber chez Emma Québec, j'étais infirmier auxiliaire en centre d'hébergement. Puis j'ai tout le temps senti un peu que j'étais capable d'en faire peut-être un petit peu plus. Puis j'étais un peu en quête de défis à ce moment-là. Puis je regardais un peu à gauche, à droite. Puis j'ai eu un peu de bouche à oreille me disant qu'à Emma Québec, il y avait comme une banque de tissus. Puis que justement, on pourrait peut-être chercher quelqu'un comme moi qui comme driver un peu par les défis. Puis honnêtement, je me suis senti comme à ma place une fois que tout ça a commencé. Mm-hmm. Puis ça a été aussi une belle surprise parce que même à l'entrevue, moi, je m'attendais à ce que ça soit probablement parce que je vous parlais tantôt de la position d'Emma Québec à l'Université Laval, devant le pavillon Vendry, où je pensais que c'était peut-être des médecins qui, comme à l'école, qui faisaient peut-être les prélèvements, tout ça. Puis moi, étant donné que j'étais infirmier auxiliaire, je m'attendais à être comme un peu instrumentiste de ces gens-là, puis que c'était un partenariat entre les deux entités. Mais finalement, pas en tout. Je suis arrivé à l'entrevue, puis on dit non, Jimmy. C'est toi, là. C'est toi l'expert. Toi qui le fais, là. C'est un beau parallèle, là. Merci beaucoup d'avoir pensé à ça. Tu es allé un peu loin dans ta réflexion, mais éventuellement, ça va être toi qui vas faire ça, puis on pourrait t'amener justement peut-être spécialiste un jour. Mm-hmm. Puis ça m'est arrivé 5 ans plus tard. Là. Ah ouais, hein? Ouais. Puis juste concrètement, qu'est-ce que tu fais?
Moi, je m'occupe... mes missions principales en ce moment, je vous dirais, au travail, c'est former les nouveaux employés. Les introduire vraiment dans ce monde-là, un peu comme on m'a introduit moi par le passé. Puis m'occuper du prélèvement et aussi de la transformation des tissus humains. OK. On va en reparler plus en détail un petit peu plus loin. Caroline, toi, qu'est-ce que tu fais? Qui es-tu? D'où viens-tu? Moi, c'est Caroline. Donc, je suis coordonnatrice en développement et en prélèvement de tissus humains. C'est la première fois de ma vie que j'ai un nom aussi long que ça. Donc, ce grand titre-là, qu'est-ce que ça veut dire? Je dois souvent expliquer là, quel est mon travail, quel est mon métier. Mon travail, dans le fond, c'est de m'occuper du développement intra-hospitalier en tout ce qui a trait au référencement puis prélèvement de tissus humains. Donc, je vais vraiment faire de la formation et de la sensibilisation dans les centres hospitaliers de la région de l'Estrie. Donc, je suis une coordonnatrice qui a été vraiment déployée pour la région en Estrie. Je suis également coordonnatrice. Donc, c'est moi qui va faire tous les appels aux familles, les approches aux dons de tissus, qui va gérer toute l'organisation du don pour que finalement Jimmy, par la suite, puisse faire le prélèvement. Je m'occupe aussi de faire une vigie des décès dans mes centres hospitaliers. Donc, moi, je couvre l'Estrie, je couvre 8 centres hospitaliers différents. Donc, à tous les matins, je me réveille avec ma petite couette un peu sur le côté puis mon café sur le bord de mon ordinateur à 6 heures du matin, puis je vérifie tous les décès qu'il y a eu dans les 24 dernières heures. Puis mon travail, ma mission, c'est de m'assurer que chaque patient décédé, chaque famille de patients décédés s'est fait offrir l'option du don de tissu pour être sûr que personne n'a été oublié. Au travers ces viges-là, je m'assure de faire un peu de sensibilisation et de formation. Tu sais, une Chantal qui reçoit mon appel à 6h30 du matin, de Caroline qui pose des questions sur un décès qui est survenu à 2h du matin. Souvent, ça amène son lot de questions. Des fois, les filles sont un peu surprises de m'entendre, mais là, après 2 ans, sont rendues habituées de m'entendre au bout du fil, là, puis sont là pour répondre à mes questions. Toi, tu parles à qui, dans le fond? Tu parles moi, j'appelle directement sur les... Non, en fait, moi, en premier lieu, c'est que je fais une vigie du décès. Donc, je vois que M. X est décédé cette nuit à 2h du matin. Donc, je suis capable de savoir dans quel hôpital, sur quel département il est décédé. Après ça, je vais entrer en communication avec les infirmières de ce département-là pour voir, est-ce qu'il y a des démarches qui ont été faites par rapport au don de tissu? Sinon, pourquoi? C'est parce qu'il y avait des critères d'exclusion. Donc, je m'assure que toutes les options ont été offertes aux familles, finalement. Ouais. Puis, à la suite de quoi, il est possible que j'entre en contact avec les familles. Là. Si jamais l'option du don a tout simplement pas été offerte parce que ça a été oublié, parce que la personne qui était en poste cette nuit-là connaissait pas nécessairement les procédures avec Héma-Québec et n'était pas à l'aise de faire l'approche famille, bien, à ce moment-là, c'est moi qui vais prendre le relais. Parce que normalement, justement, c'est comme protocole à l'hôpital, quelqu'un décide de parler de ça. Ouais. Dans un monde parfait, en fait, le référencement de donneurs potentiels, officiellement, c'est une loi. Donc, il y a un article de loi qui mentionne que les centres hospitaliers se doivent, devant la mort, je pourrais vous citer la loi, là, mais si on fait ça bien simplement, le staff infirmier doivent référer les donneurs potentiels à Héma-Québec. Ils doivent vérifier auprès de l'organisme responsable, Héma-Québec, qui est mandaté pour faire le prélèvement des tissus humains, est-ce que la personne, elle avait des registres de consentement signés? Est-ce qu'elle avait signifié sa volonté de donner de son vivant? Est-ce qu'elle serait admissible avec les informations que moi j'ai? Puis ensuite de ça, faire une approche à la famille pour vérifier s'il accepte d'être mis en contact avec Héma-Québec pour pouvoir être des donneurs de tissus humains. On va reparler des façons de pouvoir s'inscrire et accepter plus tard. Mais juste pour reculer, dans le fond, là, l'idée aujourd'hui, c'est de discuter de ce sujet-là qu'on entend très peu parler parce que c'est quand même lugubre comme sujet, puis c'est un peu ça qu'on veut essayer de briser aujourd'hui, là, un petit peu ouvrir la conversation sur le don de tissu humain. On entend beaucoup parler du don d'organes. Le don d'organes, c'est quelque chose je pense que tout le monde est au courant que c'est une pratique. C'est quoi le don de tissu humain? Qu'est-ce que ça comporte? Puis pourquoi c'est important? Oscaro. En fait, le don de tissu humain, c'est le prélèvement de certaines structures anatomiques du corps chez un patient qui est décédé. Donc, le patient doit être décédé pour qu'on puisse faire les prélèvements de tissu humain. Quand on parle de tissu, on parle des yeux, des os, des tendons. On parle de certaines structures au niveau du cœur. On parle des veines, des artères. J'ai-tu oublié quelque chose? Non, c'est comme la peau. Je pense que j'ai pas nommé la peau. Donc, il y a la peau également, qui est un des tissus humains qui peuvent être prélevés. Les yeux et les os. Oui. Ah ouais? Oui. Puis, OK, parfait. J'ai plein de questions qui sont arrivées. Donc, l'idée, c'est de prélever ces choses-là sur une personne décédée pour ensuite faire des greffes à des gens qui en ont besoin. Exactement. Quel serait l'exemple pour des yeux?
C'est la cornée, j'imagine, qu'on prélève? Effectivement. La cornée, on va aller la prélever chez un donneur. Moi, je vais me déplacer. Je vais aller soit en centre hospitalier, soit recevoir un donneur chez Héma-Québec dans nos installations. Je vais procéder à un examen physique, prélèvement sanguin, m'assurer que le donneur est vraiment éligible au don de tissu. Puis par la suite, c'est ça. La finalité d'aller effectivement faire le prélèvement de la cornée. Cette cornée-là, elle, après ça, elle va passer entre les mains des techniciens de la banque d'yeux, qui sont vraiment les spécialistes, eux, pour effectuer la transformation de la cornée si besoin. Parce que, tu sais, on peut faire le prélèvement de la cornée pour but de greffe de directement cette cornée-là, d'une certaine manière. Et il y a d'autres sous-produits qu'on peut fabriquer à partir d'une cornée. Comme quoi, par exemple? Bon, on peut parler, mettons, au niveau des pelages, au niveau de l'endothélial, qui va être utilisé pour les ophtalmologues pour aller faire une chirurgie, là, dans le fond, pour les gens qui ont besoin là, de recouvrir la vue. Puis ça, c'est pour des gens qui ont perdu la vue, par exemple? Après un accident, qui se sont fait perforer la cornée? Effectivement, ça peut être dans des cas d'accident ou la vieillesse, tout simplement. Mais les cas concrets qui peut venir vraiment à notre image, c'est vraiment quelqu'un qui a eu un accident, qui a quelque chose qui est allé vraiment affecter sa cornée et la greffe de la cornée pourrait venir justement là, lui sauver la vue d'une certaine manière. Moi, ma soeur est ophtalmologiste, puis je suis déjà allé la voir. Elle fait des opérations pour... quelqu'un qui veut arrêter de porter des lunettes, par exemple, là, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Les chirurgies correctives au laser. Ouais, c'est ça, au laser, ouais, exact. Puis c'est tellement minutieux, là, tu sais, c'est mini, c'est tellement fragile. Comment ça se passe, mettons, puis là, on va pas parler de chaque tissu, là, mais juste par curiosité, comment ça se passe, juste retirer une cornée, puis après ça, qui la remet comme... Tu les ophtalmologistes qui la remettent d'une spécialité d'ophtalmo? D'une certaine manière, oui, parce que, tu sais, comme je te disais tantôt, il va y avoir des sous-produits qui peuvent être fabriqués à partir de cette cornée-là, dont aussi peut-être le bouchon quand on parle des gens qui ont des accidents. Mais moi, au niveau du prélèvement, c'est sûr que c'est une technique qui est assez minutieuse. J'utilise des petits instruments, je retire de la conjonctive, je vais venir comme avec un trépas venir faire un marquage, je vais aller retirer ça encore une fois avec une paire de ciseaux qui est vraiment faite pour ça. Puis la minutie est vraiment importante à ce niveau-là. Puis c'est un travail d'équipe. Tu sais, tu me parlais de ta sœur qui est ophtalmologue, tout ça, mais moi je travaille en équipe avec les gens qui sont à la banque d'yeux. Tu sais, la finalité de leur travail dépend du mien d'une certaine manière. Plus je vais faire un prélèvement de manière minutieuse, plus que je vais être capable de mettre la cornée dans des meilleurs délais suivant le décès en solution de tissol, puis la transmettre à leur côté. Quand ils vont faire leur évaluation, puis pour pouvoir faire le travail, ils vont être capables de dire, là, Jimmy, mettons, exemple, son prélèvement, il est adéquat. Cependant, il y a peut-être des petits stress lines qu'on appelle là, dans notre jargon qui va faire en sorte qu'on ne pourra peut-être pas nécessairement obtenir certains produits, mais on est capable de qualifier cette cornée-là en d'autres choses qui vont être utiles pour un receveur. Mais fait que la qualité du prélèvement, genre la précision doit être extrême, là, j'imagine, parce que dès qu'un prélèvement, dès qu'un échantillon est endommagé, j'imagine, il est vraiment plus dur à être utilisé. Là. Effectivement. C'est sûr que mon travail rentre en ligne de mire vraiment beaucoup à ce niveau-là, mais il y a aussi, parfois, il y a la condition d'essai, il y a le délai entre le décès et le moment que moi j'arrive, qu'il y a un impact là, sur la qualité de la cornée. Des fois aussi, l'âge du donneur qui peut aussi avoir un impact. Là, on s'attarde à la cornée, mais de ce que je voyais, il y avait certains tissus qui pouvaient être conservés vraiment longtemps, mais d'autres comme la cornée, qu'il fallait que ce soit un transfert rapide. Est-ce que je me trompe? En 14 jours. Oui, c'est ça, ton information est bonne. En fait, la cornée, on a 14 jours à partir du moment où c'est prélevé pour pouvoir la greffer. Donc, on a toujours besoin d'avoir un espèce de roulement au niveau de nos prélèvements en cornée. Pour ce qui est des autres types de tissus, un coup que c'est traité, on peut les conserver pendant 5 ans là, à très, très basse température. Fait que c'est vraiment juste la cornée pour la... Dans son sous-sol. Ça dépend des tissus. Ça dépend des produits. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment le produit qui est bon que 14 jours, puis qu'on va essayer de fournir dans les meilleurs délais là, pour les chirurgiens ophtalmologues pour qu'ils puissent aller la greffer. Il y a d'autres types de produits qui sont faits à partir de la cornée qui vont être placés en éthanol, puis ceux-là vont être conservés vraiment longtemps. Là, c'est un an. Ouais. Okay. Puis, vous parlez de produits là, depuis tantôt. Ça fait spécial, hein, dire ça. Oui, c'est ça. Il n'y a pas comme une...
il n'y aurait pas comme un travail peut-être de genre de terminologie pour essayer de je sais pas, d'humaniser un petit peu ça? C'est important de garder ça comme un peu de déshumaniser les tissus. Je sais pas si je pose bien ma question, puis c'est pas vraiment une question en fait, c'est juste que ça fait spécial de recevoir produit, ça fait bizarre pour moi qui, mettons, je sais pas, pense à ma grand-mère qui est décédée, puis d'imaginer que ces tissus deviennent des produits. Ouais. Mais j'imagine que c'est dans votre langage, puis je comprends bien. C'est certain. C'est parce que là, on parle au niveau de la finalité. Ouais. Si on y va à partir du moment du prélèvement, effectivement, on ne parlera pas nécessairement de produits à ce moment-là. Le but de notre travail, c'est d'aller effectuer le prélèvement des greffons, comme on a dit tantôt, le cornée, le cœur, la peau, les tendons, les os. Puis après ça, dans un deuxième temps, on va aller en période de transformation. La période de transformation, elle vise à ce qu'on y aille fabriquer à partir de notre matière problème des produits qui vont être utilisés par les chirurgiens pour la greffe. Fait que dans le fond, quand on parle, exemple, je vais effectuer un prélèvement d'un fémur complet, ça ne sera pas un fémur complet là, qui va aller nécessairement être transplanté chez un receveur. C'est qu'on va repartir de ce fémur complet-là, puis on peut faire ce qu'on appelle, nous, de notre côté, de l'os massif. Fait qu'on va aller soit prendre une portion, soit en proximale ou en distale de cet os-là, soit qu'on va aller faire une diaphyse, soit qu'on va aller faire de l'os morcelé, soit de l'os en cube, ou de façon que ça soit congelé ou lyophilisé. Puis c'est vraiment ça que les chirurgiens vont venir utiliser dans les cas de chirurgie musculo-squelettique. Puis c'est pour ça qu'on appelle ça au final un produit. OK, je comprends. Il faut aussi dire qu'on adapte notre discours quand on parle avec une famille. Je n'irai jamais parler avec quelqu'un qui vient de perdre sa mère ou qui vient de perdre sa conjointe. On va prélever des produits sur ton... Non, c'est ça. C'est pas le discours qu'on va adopter. On va vraiment... adapter plutôt notre discours aux familles. On va vraiment parler de prélèvement de tissu pour sauver la vie de patients qui sont en attente de greffe. C'est vraiment comme ça qu'on le présente quand on parle aux familles. On est très... c'est ça que c'est aussi. Oui, on est très transparent, puis on vulgarise beaucoup aussi quand on parle avec les familles. On adapte notre discours, tu sais. On parlera pas d'os morcelé ou de distal, puis de proximal. Tu sais, on s'en va pas jusque-là quand on parle avec nos familles. On va vraiment parler de prélèvement d'os pour aider quelqu'un qui est en attente de greffe en orthopédie, par exemple. J'aime comment même ton ton de voix a changé quand tu as commencé à parler de ça avec la meilleure terminologie. C'est super drôle parce que je travaille avec des filles dans mon bureau puis ils me disent tout le temps, il y a la Caroline qui parle puis qui donne de l'information, puis il y a la Caroline qui parle aux familles. Puis il y a une voix mais j'ai vraiment ma voix de quand je parle aux familles, puis ça c'est mon... on a comme une espèce de rôle, on a je veux pas dire un personnage parce que ça a l'air hyper stagé quand on dit ça, mais je peux pas m'adresser à une famille comme je m'adresse à vous deux en ce moment. Je vais vraiment adapter mon ton de voix, je vais adapter mon vocabulaire complètement, puis je vais m'adapter aussi à la personne avec qui je parle. Quand j'entre en contact avec la famille, j'ai un 30 secondes top chrono à distance, au téléphone, à froid, pour savoir à qui je vais m'adresser puis quel ton je vais devoir utiliser avec cette personne-là dans la mesure où cette personne-là vient probablement de perdre une des personnes qui était les plus importantes pour elle, tu sais. Fait que, il y a vraiment un aspect très caméléon un peu dans ce travail-là. Ouais. Puis juste pour que, tu sais, là, on a parlé de l'exemple de la cornée, la personne qui a un accident à l'œil ou qui a une dégénérescence. C'est quoi les instances? Là, tu disais le don peut sauver la vie du monde. C'est quoi, mettons, tu sais, j'imagine les greffes de peau pour des gens qui ont vécu des brûlures, par exemple. Mais c'est quoi, mettons, le plus souvent ou les plus importants greffes qu'on voit? Je pense que j'oserais pas parler d'importance. Parce que chaque tissu a son niveau d'importance, mais tu sais, une cornée va redonner la vue à quelqu'un qui l'a perdu. Un os va permettre à quelqu'un de marcher à nouveau ou de corriger sa colonne vertébrale avec les os morcelés, par exemple. Les valves du cœur vont aider le cœur d'un enfant à bien fonctionner puis à pouvoir repousser la greffe d'organes éventuellement. Les veines, les artères vont nous permettre de faire une reconstruction au niveau de la aorte thoracique, par exemple, puis littéralement lui sauver la vie. La peau va servir de pansement biologique, va aider à débuter le processus de guérison du corps chez quelqu'un qui a 80% de son corps qui est brûlé, par exemple. Fait que, chaque don a vraiment une importance significative. On va parler beaucoup d'amélioration de la qualité de vie, mais il y a certains types de tissus pour lesquels on va dire que ça va sauver la vie, puis c'est le cas, entre autres, de la peau pour les grands brûlés, puis des valves cardiaques également, là, pour les produits cardiovasculaires, là, on parle vraiment de sauver une vie. Là. Si un grand brûlé n'a pas de greffe de peau, il peut...
Ça peut être la différence entre la vie et la mort. Effectivement, la peau, c'est ta première barrière protectrice contre toutes les infections. Fait que, quand on parle d'un grand brûlé, c'est qu'il a perdu cette protection-là. Fait que vraiment, la peau qui va être fournie par Héma-Québec va venir comme faire un pansement temporaire pour venir protéger le receveur. C'est temporaire parce que lui, sa peau naturelle va naturellement se régénérer? Oui, il va y avoir une repousse tissulaire entre le greffon et la peau du receveur qui va se faire. Puis à partir d'un certain moment, ça va se faire. Puis il n'y aura plus besoin de... Qu'est-ce qui se passe avec la deuxième peau? La deuxième peau. La peau greffée, dans le fond, si la peau... C'est pas une greffe là, qu'on va aller recoudre. Là. Ça va venir être apposé sur la peau du patient, du receveur. Puis ça va rester là de manière temporaire. Ça va être l'équivalent d'un pansement biologique, si je peux dire. Okay. Puis Amené, il va juste s'en aller ou... On va le retirer. On va le retirer, c'est ça qu'il y a une intervention qui se fait à ce niveau-là. Okay. Comme on change un pansement, finalement. Je lisais qu'une personne peut avoir un impact dans comme 20... dans la vie de 20 personnes là, avec un seul don. Là. Fait que ça arrive, ça, des fois que la personne, mettons, dit hey, « moi, je vais être donneur de tissus », puis que ces tissus sont utilisés jusqu'à 20 personnes. C'est énorme, ça. Oui, en fait, nous, il y a toujours des critères de qualification qui vont être vérifiés. Nous, l'âge, la condition médicale, les circonstances de décès de chaque personne vont avoir un impact sur les tissus qui vont pouvoir être prélevés. C'est pas vrai qu'une personne de 85 ans va pouvoir donner l'intégralité de ses tissus. Il y a certains tissus qu'on va pouvoir aller choisir en fonction de l'âge puis en fonction de la condition médicale. Mais effectivement, quelqu'un qui fait don, par exemple, de cornée, de son cœur, de la peau, de ses os et de ses tendons, ça va générer beaucoup de produits qui vont en fait aider à sauver la vie de des personnes. Ça peut être jusqu'à 20 personnes, là, finalement. C'est énorme, ça, pour un geste, finalement, là, un don de soi. Là. Quelque chose qui... Tu sais, on parle de ça, puis là, moi, peut-être que ça va être une question qui vous dirige un petit peu vers la réponse que j'aimerais qu'on entende, mais on parle de nos proches, on parle de l'aspect humain du truc. Moi, on dirait que j'aurais... Une des réticences, j'imagine que les gens ont, c'est de complètement déconstruire le souvenir de la personne que tu as pour après ça pouvoir faire les rites du deuil, là, que ce soit des rites religieux de comme le salon mortuaire avec le corps que tu vois. Tu veux pas que le dernier souvenir que tu as, c'est un corps complètement détruit. Là. Ouais. Est-ce que le don des tissus vient... jouer avec l'apparence du corps. Hein? Absolument pas. Non? Nous, ici à Québec, quand on fait des dons de tissus, c'est vraiment les tissus prélevés qui sont comme plus invasifs, c'est vraiment au niveau des membres inférieurs. Fait que, nous, on touche pas aux membres supérieurs. Donc, si, admettons, la personne est exposée, même s'il y a un don de cornée ou de yeux à ce moment-là. C'est sûr que les yeux sont fermés. C'est ça, les yeux sont fermés. Le thanatologue lui a fixé son travail par la suite. Puis, souvent, ça peut être la famille qui décide, est-ce que ça va être une exposition, juste le visage ou cercueil ouvert totalement, puis le thanatologue a amplement d'espace pour faire son travail, puis ça paraît pratiquement plus. Il y a toujours une reconstruction qui est faite aussi après chaque prélèvement. Fait que si, par exemple, il y a un prélèvement d'os massif qui est fait au niveau des jambes, c'est pas une enveloppe vide qui va rester à la fin. Là. Il y a vraiment une reconstruction qui est faite pour pas que ça paraisse puis pour pouvoir respecter les rites funéraires de la famille, finalement, puis que l'exposition du corps soit possible. Là. OK. Puis pour comprendre aussi, mettons, temporellement, ce qui se passe, là, parce que le prélèvement doit être fait vraiment rapidement. Je pense que c'est dans les 24 heures que ça doit être fait. Donc, c'est pour ça que t'as pas le choix d'intervenir rapidement puis de regarder à tous les matins qui est décédé finalement la veille ou cette nuit-là, parce que justement pour que les prélèvements soient puis les échantillons soient bons. Le travail de Caroline, c'est le travail de première ligne avant que moi je puisse intervenir. Fait que son travail est vraiment important. Là. On est comme une équipe qui s'imbrique. Si on ne respecte pas ces délais-là, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les tissus se dégradent puis... dépasser 24 heures, en fait, nous, on dépasse notre limite acceptable pour le prélèvement des tissus humains. Donc, effectivement, il y a une perte au niveau de la qualité des cellules. Il va y avoir un ischémie, c'est-à-dire que le tissu qui va être prélevé va être trop atteint pour dire qu'il va être performant au moment de la greffe ou qu'il va être efficace au moment de la greffe, tout simplement. Là. Donc, plus le prélèvement des tissus est fait rapidement suite au décès, meilleure la qualité des tissus humains vont être. Là. Concrètement, ce 24 heures-là, ça ressemble à quoi? Donc, l'identification du patient qui est décédé. Donc, dans un monde
parfait, on reçoit les références directement de la part des infirmières ou des médecins à l'hôpital quand le décès survient. Donc, on reçoit un premier appel, on reçoit la référence pour le patient. Nous, on fait une prise d'information, on fait une vérification au niveau des registres de consentement. À la suite de quoi, on peut entrer en communication avec la famille pour pouvoir faire un questionnaire de qualification. Donc, c'est notre premier filet de sécurité qu'on va faire avec la famille. Donc, on va compléter un questionnaire médical et social qui va nous permettre de s'assurer que le prélèvement des tissus va être sécuritaire pour la personne qui va le recevoir par la suite. On va également, dans certains cas, devoir compléter un consentement pour les prélèvements des tissus si la personne n'avait pas signifié sa volonté de donner de son vivant. Ensuite, il va falloir organiser le transport du corps vers les installations où le prélèvement va pouvoir avoir lieu. Ça se fait comment, ce transport-là? Ça se fait avec les maisons funéraires. Donc, on a beaucoup de collaboration avec les maisons funéraires partout au travers le Québec parce que les décès surviennent pas toutes dans la grande ville de Québec ou dans la région de Sherbrooke. On en a qui viennent de Rimouski, on en a qui viennent de vraiment partout. Les centres qui font le prélèvement, c'est quoi au Québec? C'est où? C'est à l'université. Mais non, mais dans le sens, y en a-tu à Montréal aussi? Ou? Oui. Il y a Sherbrooke, Québec, Montréal. Oui, il y a Sherbrooke, Québec, Montréal. Puis Montréal, c'est plusieurs centres hospitaliers, dans le fond, dans lesquels il y a des préleveurs qui sont déployés pour pouvoir faire les prélèvements. Il faut que ça soit fait à un de ces 3 endroits-là, finalement. Oui, absolument. Quelqu'un, mettons, en Gaspésie, qui a 24 heures pour se rendre à Québec, faut que ça y aille. Là. Oui, c'est ça. C'est en plein ça. Ouais. Fait que là, c'est ça, on a le... Faut que ça... 132, là, avec au fond. Faut que ça... On n'arrête pas à Matane, là. Le temps, c'est une valeur vraiment importante dans notre travail. Mais oui, c'est ça, OK. On est tout le temps un peu dans une course contre le temps, là, en fonction de ça. Puis pour ajouter à Caroline, dans le fond, les dons d'aide circulaire, effectivement, se font à Sherbrooke, Trois-Rivières, à la région Montréal, mais le tissu humain, qu'on parle du reste, là, le cœur, la peau, les tendons, les os, ça, c'est vraiment fait à Emma Québec, à l'université. Puis, tu sais, tu parlais de la question du consentement de la personne qui est décédée. Si on signe notre carte d'assurance maladie en arrière, ça signifie qu'on est consentant à la base. Oui. Puis après ça, si la personne a signifié verbalement à ses proches tout ça qui était consentant, est-ce qu'on considère que c'est un consentement valide? Oui. Puis, donc après ça, toi, souvent, tu vas entrer justement en jeu quand la personne n'avait pas signé sa carte puis que c'était pas clair et ce qu'il voulait pas. C'est-tu là un peu que dans ces situations un peu plus délicates là, où est-ce que là tu dois un peu parler avec la famille puis Oui, mais il existe des zones grises finalement. Donc on ne connaissait pas les volontés de la personne décédée. Donc on peut signer notre carte d'assurance maladie, on peut parler à notre famille puis mentionner nos volontés de notre vivant. On peut également signifier notre volonté donnée au niveau de notre testament. Donc, nous, on a accès à la Régie de la Chambre des notaires du Québec. On est capable d'aller consulter ces consentements-là. Puis on est, tu sais, quand on fait notre signature en arrière de notre carte d'assurance maladie, on peut aussi s'inscrire à un registre informatisé, finalement, qui est le registre de la RAMQ du Québec. Donc, ça, c'est toutes les façons de signifier sa volonté de donner. La signature, excuse-moi, la signature sur ta carte d'assurance maladie, est-ce que c'est automatique que c'est considéré comme une acceptation de faire un don? C'est une forme de consentement. C'est genre, de signifier ta volonté de donner. Le monde qui écoute en ce moment, là, qui nous entend parler, qui trouve que c'est intéressant, vous avez juste besoin de prendre votre carte d'assurance maladie, la tourner de bord puis signer votre nom dessus. That's it. Ça, c'est la chose la plus simple à faire, j'imagine. Oui. Ça rend votre travail vraiment plus simple, en fait, parce que justement, il n'y a pas cette zone grise-là à essayer de valider. Parce que toi, dans le fond, tu viens, ta job, c'est de venir quand on ne sait pas trop, finalement, puis de parler avec les familles. Là où je mettrais un bémol, peut-être, c'est que tu as dit les gens ont juste besoin de signer leur carte d'assurance maladie, puis that's it. Non. Pas that's it. Ce qui est important, c'est de signer notre carte d'assurance maladie et d'en parler avec nos familles et nos proches. Parce que nous, au moment où le décès va survenir, c'est pas avec la personne qui a posé sa signature en arrière de sa carte d'assurance maladie qu'on va parler, ça va être avec sa famille puis ses proches. Puis si eux, on fait juste leur dire, il avait signé sa carte d'assurance maladie. Ouais, OK, j'étais pas au courant. Puis là, ils sont comme pas prêts à recevoir cette information-là versus, oui, j'ai déjà eu la conversation avec lui, puis c'est clair, je connais ses volontés par rapport aux dons de tissus humains. Donc, oui, let's go, on va de l'avant, puis on fait le prélèvement des tissus. Puis là, si la famille, eux, ont, pour X ou Y raison, une réticence, mais la carte était signée, là, j'imagine que ça crée une autre zone grise. En fait, on va ouvrir la conversation tout simplement avec la famille. Donc, moi, mon travail, justement, quand j'embarque dans cette fameuse zone grise-là, qu'on n'a pas de trace au niveau des volontés, je vais faire ce qu'on appelle un cold call. Donc, je vais arriver avec ma douce voix. Je vais appeler les familles. Puis là, ils sont en train d'écouter, tout le monde en parle, puis ils se font appeler peut-être pas dimanche soir, finalement. Techniquement, tu n'écoutes pas tout le monde en parle si tu viens de perdre quelqu'un dans les dernières heures. Là, c'est ça. Fait qu'on se met vraiment dans la situation où quelqu'un a perdu un de ses proches dans les dernières heures. Puis là, ils reçoivent un appel
d'une Caroline. Qui se présente au bout du téléphone. C'est du stock. Oui, c'est ça. Fait que je me présente, je dis qui je suis, je leur dis c'est quoi mon travail, je leur dis que je les appelle suite au décès de leurs proches, puis je leur offre l'option du don. Je fais comme si je vous appelle, c'est parce que l'option du don ne vous a pas été proposée par l'hôpital, puis c'est un droit que vous avez de vous faire proposer cette option-là. Donc, voici ce que sont les dons de tissus, ce que ça implique comme procédure que vous allez avoir à faire avec Héma-Québec. Nous, on prend en charge tout l'aspect organisation et tout. Donc, moi, ça va vraiment être un moment pour donner de l'information à la famille pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée, qu'ils aient accès à tout ce qu'ils ont besoin de savoir, à tout ce qui va se passer dans les prochaines heures, dans les prochains jours pour que le prélèvement des tissus puisse avoir lieu. Puis là, ça va être à eux de trancher finalement, savoir s'ils acceptent ou non, parce que si on n'a pas la collaboration de la famille, on n'a pas la possibilité de faire le prélèvement de tissus humains. Mais règle générale, quand les gens connaissent les volontés de leurs proches, quand ils savent que signifie leur volonté de donner de leur vivant, la plupart des familles vont aller dans le même sens que leurs proches. Là. Ça prend des capacités d'empathie, puis parce qu'à chaque jour, finalement, tu as au bout du fil quelqu'un qui vit un deuil, qui est dans le pire moment. Puis tu sais, quand quelqu'un vit un deuil, ce qu'on voudrait faire, c'est lui donner du temps pour le vivre, puis pour, entre guillemets, processer ce qui se passe, puis les différentes étapes. Sauf que là, dans le cas ici, on n'a pas le luxe de ce temps-là. Fait que j'imagine que du point de vue, des fois, puis on n'a pas le choix, mais tu sais, j'imagine que du point de vue, des fois, de la famille, c'est comme... c'est comme rapide. On parle déjà de tout ça. J'ai même pas eu le temps de réaliser que mon père, ma mère, ma femme, mon mari est décédé. Puis là, on me parle de ça. Mais en même temps, on n'a pas le choix, puis c'est tellement important. Fait que j'imagine que, justement, ben, chapeau, en fait, de tenir ces conversations-là avec ces gens-là, puis de le faire d'une manière humaine. Je ne serais pas... humainement capable de faire ce travail-là. Là. Je suis pas assez bon avec les gens, j'imagine. Mais justement, on parlait de ça. Caro, les gens à qui tu parles, les gens, la famille justement du donneur, souvent, est-ce qu'ils ressentent une forme de réconfort à suivre un décès? Ben, j'ai vraiment une belle anecdote par rapport à ça. J'ai, au tout début de mon mandat, là, il y a 2 ans, quand j'ai commencé à travailler en Estrie, le référencement de tissus humains était déjà très, très bien établi dans mes grands centres hospitaliers. Peut-être un petit peu moins dans mes petits hôpitaux de la région. Fait que quand je faisais mes vigies, ça arrivait souvent que je voyais les décès, puis que, bon, je les identifiais, j'appelais sur le département. Non, on n'a pas fait l'approche parce qu'on ne sait pas comment faire, on n'est pas à l'aise avec ça. Et j'identifie une dame qui est décédée. Puis elle a signifié sa volonté de donner très clairement. Là. Son testament était signé, son registre de l'assurance maladie également était signé. Donc, on voyait très bien ses volontés par rapport à ça. Et là, c'est quelqu'un qui n'a pas de conjoint, pas d'enfant. La seule personne qui était sa répondante légale, c'était sa nièce. Donc, moi, tout ce que j'ai comme information à ce moment-là, c'est que cette personne-là, elle est décédée la veille. Sa nièce était à son chevet au moment du décès. J'ai un nom et un numéro de téléphone. C'est tout ce que j'ai comme information. Fait que là, je fais le fameux cold call. Donc, j'appelle la jeune dame le lendemain matin. Donc, je me présente, je lui explique la raison de mon appel. Et s'ensuit un long et interminable silence. Oh. Là, je dis, est-ce que ça va? Vous êtes toujours là? Là, j'entends le petit nez qui renifle. Puis elle dit, si vous saviez à quel point je suis contente de recevoir votre appel. Elle dit, ma tante m'en a parlé la veille de son décès. Elle dit, on se dirigeait vers des soins palliatifs continus. On savait qu'elle allait tomber plus endormie un petit peu vers ses dernières heures de vie. Puis elle m'a dit, si tu savais à quel point j'aurais aimé ça, pouvoir améliorer la qualité de vie de quelqu'un, pouvoir donner un petit quelque chose, tu sais, pour comme laisser un petit bout de moi en héritage suite à mon décès. J'ai tellement été malade toute ma vie. J'aurais tellement aimé pouvoir offrir ça. Puis, il s'attendait un peu à ce que la question vienne du personnel soignant. Il s'attendait à ce que le médecin ou l'infirmière pose la question. Puis elle s'est dit, ben, comme on s'est pas fait poser la question, on pensait qu'elle était trop malade puis qu'elle pouvait pas donner. Mais finalement, ça a été un de mes très, très beaux cas pour lequel, finalement, j'ai pu faire le prélèvement. Les cornets se sont qualifiés puis ont été greffés quelques jours plus tard dans un hôpital. Donc, ça a été vraiment un beau sentiment. Puis, tu sais, elle me remerciait d'avoir offert cette possibilité-là à sa tante qui était décédée. Donc, oui, il y a vraiment un aspect
bienveillant derrière tout ça, qui fait en sorte que ça donne vraiment un sens à la perte d'un être cher, de se dire comme il a été généreux toute sa vie, mais il peut même continuer de donner suite à son décès, puis il peut, tu sais... Ouais, puis dès quelque chose de triste et négatif sort, tu sais, je veux dire, ça aide quelqu'un, ça amène du positif, ça améliore ou sauve la vie de quelqu'un. Fait que j'imagine que ça peut permettre aussi de comme faire partie du processus de deuil aussi. Sur cet événement-là, un événement qui est vraiment dramatique. Probablement le pire moment de leur vie à ce moment-là, la perte d'un être cher. Puis moi, les gens qui... j'ai toujours eu une admiration profonde pour les gens qui embarquent dans ce processus-là. Tu sais, qui, justement, dans le pire moment, vont recevoir l'appel de Caroline, répondre aux questions, prendre le temps de s'arrêter, puis faire ce geste altruiste-là de répondre aux questions. Puis à mes yeux, moi qui est comme celui qui va faire son travail, à mes yeux, c'est eux les héros. C'est vraiment eux les héros de cette histoire-là. Les gens qui ont signé leur carte, qui ont fait savoir leur volonté, puis les gens qui prennent le temps dans ce moment-là. C'est l'ultime don de soi, là, au final. Puis j'imagine qu'un des enjeux principaux, c'est le manque de connaissances ou le manque d'éducation par rapport à ça. C'est la raison pourquoi on est ici aujourd'hui à parler de ça. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de monde qui, justement, pour toutes ces raisons-là, de sauver d'autres gens, améliorer la qualité de vie d'autres gens, je suis sûr qu'il y a plein de monde qui seraient d'accord de faire un don de tissu. Mais quelles sont les raisons pourquoi quelqu'un ne veut pas? Tu sais, parce qu'il y a le la non-acceptation de le faire de par oubli ou manque de connaissances ou juste que ça donne pas, t'en parles pas, puis ça fait que t'as pas consenti. Mais quelles sont les raisons pourquoi quelqu'un refuserait catégoriquement, mettons? Puis moi, personnellement, évidemment, c'est pas mon cas. Je pourrais pas comprendre pourquoi je refuserais de faire ça, mettons, mais quels sont les obstacles, les raisons pourquoi les gens activement refuseraient le don de tissu? Bien, je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles les gens peuvent ne pas vouloir faire un don de tissu. Des fois, c'est tout simplement des croyances, des valeurs qui font en sorte que moi, je veux pas que mon corps soit atteint, j'ai souffert toute ma vie, laissez-moi tranquille après mon décès, laissez-moi me reposer. Ça, je l'ai entendu souvent. Il y en a qui n'envisagent tout simplement pas du tout le don de tissu humain parce que c'est quelque chose qui les rejoint pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont refuser le don de tissu humain par manque d'information. Ouais. Les gens ne savent pas ce que c'est, ne savent pas ce que ça implique, puis savent pas le bien que ça peut faire. Fait que souvent, très, très rapidement, quand les gens vont refuser le don de tissu humain, moi, je vais demander pourquoi. Pas parce que tu as besoin de justifier pourquoi tu es en train de refuser. Tu as tous les droits du monde de refuser de faire ce geste-là, puis moi, je vais toujours respecter ça. Par contre, je veux comprendre pourquoi. Est-ce que c'est parce que tu manques d'informations? Est-ce que c'est parce que tu as des fausses croyances? Tu sais, les questions qu'on se fait poser le plus souvent, c'est moi, c'est parce que je veux faire l'exposition du corps par la suite, puis s'il y a prélèvement de tissu, ça sera pas possible. On l'a expliqué un petit peu plus tôt. Le prélèvement des tissus humains n'est pas un obstacle à l'exposition du corps suite au décès. Des fois, les gens se font des images très, très intenses de ce qu'est le prélèvement des tissus. Tu sais, quand on parle de prélèvement de peau, puis moi, la première, là, mea culpa, quand j'ai commencé à travailler au don de tissu humain, moi, j'ai l'impression que quand on enlevait la peau, tout ce qui restait, c'était des muscles en dessous. Là. C'est l'image que je me faisais d'un prélèvement de peau. Alors que le prélèvement de peau, ça va être vraiment l'équivalent d'une mince feuille de papier qui va être fait. Quand le prélèvement est terminé, on a l'impression qu'il y a une petite éraflure au niveau de la peau, tout simplement. Fait que souvent, les gens voient ça plus impressionnant que ce que c'est en réalité. Puis souvent, quand on... épeurant. Oui, tu vas me redonner, tu sais, ça sera plus carcasse, c'est ça sera plus mon conjoint qui va m'être retourné quand le prélèvement des tissus va être terminé. Fait que souvent, on vient un peu informer les familles par rapport à tout ça. Puis ensuite, ils peuvent prendre une décision éclairée, tout simplement. Ouais. Est-ce que vous avez des exemples marquants de gens, puis je évidemment ne demande pas de nommer des noms, là, mais des exemples d'histoires de gens pour qui ça a vraiment changé leur vie de recevoir un don de tissu, parce que là, du point de vue de la personne qui les donne, c'est le fun de savoir comme concrètement ça peut représenter quoi. Tu sais, quelqu'un qui retrouve la vue, on en parlait plus tôt, ça c'est fou là, de permettre à quelqu'un de retrouver la vue, mais d'autres exemples comme ça, peut-être à quoi ça peut servir vraiment pour que concrètement on puisse voir, OK, non, ça a des répercussions
réel dans la vie des gens. On a parlé de la greffe de peau tout à l'heure pour les grands brûlés. On a déjà eu la visite de Jérémy, qui est un receveur de valve. Ouais. On a aussi... receveur de valve, ça doit être... Même pour la famille... du donneur, je sais pas s'ils ont eu l'occasion de rencontrer, je sais pas si ça arrive des fois, y a-t-il des règlements pour ça? Il y a des règlements. Je te dirais qu'avec mine de rien, on vise à fournir la population du Québec en tissu humain, tout ça, fait que ça fait beaucoup de volume, mine de rien, avec... les dons et tout ça. Fait que ça pourrait devenir un peu complexe, là, justement, de venir... Y a-tu un suivi ou, mettons, à un moment donné... là, je veux pas être insensible, mais à un moment donné, mettons, dans le frigidaire qu'on parlait tantôt, il n'y a plus le nom du donneur. Non. Le don du donneur, il disparaît. Là, on avait parlé du don de cellules souches ici, là, où est-ce que après un certain temps, le donneur pouvait rentrer en contact avec le receveur, s'il lui acceptait, il pouvait se rencontrer, tout ça. Fait qu'il y a pas Parce que ça, c'est un match comme un sur des millions. Exact. Là. Fait que c'est vraiment plus spécifique, tandis que là, on peut pas faire ce genre de... Je dis pas que c'est impossible. Ouais. Fort probablement qu'il y a des gens qui déterminés à vouloir savoir qui était mon donneur, je voudrais rencontrer la famille, peut-être que ça serait fort probablement possible. Moi, j'ai pas eu de témoignage de ça dans mon expérience. Ouais. Puis Jérémy, l'histoire de Jérémy, dans le fond, il y avait une malformation cardiaque ou... Oui, maladie congénitale de naissance, puis il a reçu dans son développement plusieurs greffes, là, justement, de valves. Ça a été vraiment touchant. C'était un événement marquant quand même, moi, dans ma carrière. Parce que là, toi, tu réalises qu'est-ce qui se passe, tu sais. Ouais. C'est quoi l'effet concret? Oui, absolument. Mais à ce moment-là, tu sais, moi, je venais d'arriver dans l'équipe. Le but de notre travail, c'est ça. Donc, la finalité, on s'attend à ce que quelqu'un reçoive une valve et puisse poursuivre sa vie. Mais tu le vois pas au quotidien. Non. C'est ça. Mais moi, j'ai une histoire plus personnelle par rapport à ça. Puis ça s'est arrivé aussi dans mes débuts. C'était vraiment spécial, honnêtement, parce que j'étais à la maison, je reçois un appel là, vraiment un soir, puis c'est une de mes collègues, Béatrice, qui me dit « Hey Jimmy, je sais que tu as travaillé aujourd'hui, puis la personne qui a pris ton relais n'est pas attestée sur le prélèvement des tissus cardiaques. » Je suis comme « OK, mais je t'entends, parfait, on aurait un donneur pédiatrique qui arriverait dans les installations. Serais-tu prêt comme à faire un deuxième effort pour venir épauler ta collègue et après ça, tu auras le droit à ton moment de repos, pas de trouble. » Fait que là, j'étais à la maison, je fais, hey, pas de problème. Donneur pédiatrique, ça veut dire un enfant? Ouais, un jeune enfant. Un bébé. Et fait que là, c'est ça. Fait que je m'en vais au travail, on fait le prélèvement, tout ça. Ça se passe super bien, j'épaule ma collègue. Puis la deuxième portion de cette histoire-là se passe vraiment des mois plus tard. Je reviens de vacances. Et il y a comme un bon hype au travail par rapport à une distribution de valves. Il y avait un chirurgien qui a fait appel à Emma Québec parce que dans notre banque, il y avait un calibre de valve qui avait vraiment besoin pour sauver la vie de son patient. Et moi, j'arrive de vacances, on s'est rencontrés par les gestionnaires, puis on salue l'effort, honnêtement, des gens du service à la clientèle pour avoir été capable de fournir à ce chirurgien-là, dans les bons délais, cette valve-là. Et encore une fois, c'est la finalité de ma job. Donc, moi, je m'attends à ça. On prélève, on transforme, puis on s'attend à ce qu'un chirurgien demande un produit. Je retourne m'asseoir par la suite à mon bureau, j'ouvre ma boîte courriel, puis j'ai ma collègue Marie-Pierre qui était présente. Là. C'était elle, ma collègue, qui avait besoin d'aide pour aller faire ce prélèvement-là. Puis elle disait « Hey, salut Jimmy, je pense qu'en ce moment, tu reviens de vacances, je suis consciente que ça se bouscule un peu, tu dois être au courant en ce moment de la distribution, tout ça. » Elle dit « Je tiens à te remercier parce que tu te serais pas levé ce soir-là, puis ça n'a jamais été possible. » Le prélèvement n'aurait pas pu avoir lieu. Puis, le prélèvement n'aurait pas pu avoir lieu, mais la distribution de ce valve-là n'aurait pas pu être possible. Elle dit c'est ton deuxième effort, dans le fond, qui a permis à ce qu'on soit capable, qu'on ait été capable d'avoir ce calibre-là, puis c'est cette valve-là qui a été distribuée. Ouais, cette journée-là que tu avais fini ton chiffre, de réaliser que chaque fois que tu fais une action, ça a un impact, direct sur la vie de quelqu'un, carrément. Ça doit être gratifiant quand même quand absolument. Ce qui était un peu à cette époque-là, moi je venais d'arriver, c'était un travail un peu nébuleux. J'étais encore dans la quête de comprendre toutes les facettes de mon travail. C'est devenu à ce moment-là ma vocation. Oui.
C'est ça, parce que là, tout d'un coup, le côté technique de faire bien le prélèvement, puis de tout faire en l'ordre, là, tout d'un coup, c'est connecté à des vraies vies. Puis il y a le défi de la job en soi, mais il y a le sens là, derrière tout ça. Le défi, le côté émotionnel, mine de rien, je l'ai senti quand j'ai parlé d'un éco-pédiatrique, les gars, vous avez été comme un peu oupelaille, ça ben oui, quand même pas facile. C'est ça. Puis, ça serait mentir de dire que ça ne touche pas nous autres, les gens de l'équipe. Mine de rien, mais on est conscient de l'importance de ces tissus rares-là. Ben c'est ça, j'imagine que c'est tellement rare que c'est précieux, en guillemets. Absolument. Est-ce que c'est... Mais j'imagine que comme tout, tu t'habitues. Mais tu sais, moi, mon père, il est médecin, puis je le savais, même après 25 ans de carrière, je le savais quand il avait perdu un patient. Là, quand il arrivait à la maison, il s'est jamais... Tu t'habitues, mais tu t'habitues pas tant que ça. Vous autres, c'est un métier quand même qui deal avec la mort, là, tu sais, veux pas. Puis surtout toi, Caroline, quand tu parles aux familles, est-ce que c'est drainant pour vous, pour toi? Est-ce que c'est... Ben, c'est... Tu sais, des fois, tu finis toute ta journée. Oui. Non, des fois, je raccroche le téléphone, je suis complètement brûlée. Là. On dirait que je viens de courir un demi-marathon, puis ça a été émotionnellement vraiment difficile. Puis on se doit, quand on parle avec les familles, d'être solide. On peut pas craquer quand on parle avec... C'est pas à nous de se mettre à pleurer au bout du fil. Fait que, il faut avoir une certaine solidité. Il faut se créer une espèce de barrière de protection, si je peux dire, en gardant notre humanité quand on échange avec les familles. Fait que ça... Et ça, c'est se protéger, mais être empathique en même temps. Exactement. Fait que ça, c'est vraiment un marathon... C'était beau. C'était beau. Je l'ai bien dit. Donc, oui. On se crée des mécanismes de protection. Je dirais que ma première année, émotionnellement, je l'ai trouvée plus difficile. Je revenais chez nous, puis mes décès, je les transposais parce que, tu sais, je pense que je ne l'ai pas mentionné, mais je suis préleveur aussi. Je suis spécialisée dans le prélèvement des cornées. Fait que je parle aux familles, je prélève les patients, j'étudie le dossier médical. Fait que j'ai vraiment un tableau complet de tout ce qui s'est passé avec cette personne-là. La chaîne complète. Ouais. Fait que des fois, je reviens chez nous, là, puis je me dis, ben c'est un gars de 42 ans, ça pourrait être mon chum. C'est un enfant de 10 ans, ça pourrait être mon fils. Tu sais, on transpose beaucoup ça en fait, moi, au début, je le transposais beaucoup à ma vie privée. Puis, j'ai arrêté de faire ça. J'ai été capable de me créer une espèce de détachement dans mon travail pour me protéger, pour préserver ma santé mentale, finalement. Puis, j'ai vraiment réussi à trouver un bon équilibre dans mon travail. Mais oui, il y a des cas qui viennent encore vraiment nous chercher. Il y a des choses qui... Puis, ce qui est bien aussi, c'est que oui, on fait un travail qui est difficile, mais, tu sais, moi, de mon côté, mes gestionnaires m'ont toujours dit, Caroline, si c'est trop pour toi, ne le fais pas. T'sais, on n'est pas obligé à tout prix. On viendra pas détruire notre santé mentale pour prélever une cornée. Non, c'est sûr. Mais quand tu comprends l'importance, j'imagine c'est dur après ça de décider de ne pas le faire. Parce que justement, tu vois à chaque jour la différence que ça fait dans les vies des gens. Oui, puis tu sais, j'ai déjà fait de l'overtime parce que je voulais absolument faire un prélèvement. Ça, je l'ai déjà fait. On parle beaucoup de patients qui sont déjà décédés, mais il y a aussi les demandeurs d'aide médicale à mourir. Donc, les gens qui demandent à recevoir l'aide médicale à mourir peuvent faire les démarches avec Héma-Québec en amont avant que le décès survienne. Fait que moi, je les aime beaucoup, ces patients-là. En fait, j'aime beaucoup faire les démarches pré-don avec les personnes qui sont des demandeurs d'aide médicale à mourir. Je jase avec Jacques, qui va recevoir son aide médicale à mourir dans 3 jours. Puis je fais les démarches avec lui. Puis là, je sais qu'il va décéder dans tel hôpital à telle heure, qui est dans ma région. Fait que c'est moi qui va le prélever. S'il décède à 15 heures puis que mon chiffre finit à 16 heures, là, c'est sûr que je vais rester pour faire le prélèvement de Jacques. T'sais. Fait que ça, c'est Jacques est un nom fictif, soit dit en passant. Là. Mais oui, on a une certaine implication, je pense, mais ça reste quand même bienveillant puis positif quand même, malgré tout. Là. Qu'est-ce qui peut rendre quelqu'un non éligible à faire un don de tissu? Il y a les critères d'exclusion de base là, que le personnel en centre hospitalier ont. Eux, ils doivent se fier à ces critères-là pour déterminer si le patient est éligible ou non. Donc, il faut être âgé de moins de 86 ans. Il faut ne pas avoir le VIH, l'hépatite B ou l'hépatite C. Ne pas avoir d'infection systémique active non traitée. Une démence d'étiologie inconnue, Alzheimer, Parkinson vont être des critères d'exclusion aussi. Pour tous les dons? Pour les dons de tissus humains.
Ouais. Quel serait le raisonnement, mettons, pour le Parkinson sur le tibia? Là? En fait, les symptômes du Parkinson sont similaires à ceux de la Creutzfeldt-Jakob, communément appelée la maladie de la vache folle. Donc, de par la similitude au niveau des symptômes physiques, nous, on ne prend pas de chance et on exclut ces patients-là. Pas que l'Alzheimer est un critère d'exclusion, c'est juste que ça se rapproche trop d'un diagnostic connexe qui, lui, serait un critère d'exclusion. Quelqu'un qui est atteint de la Creutzfeldt-Jakob, par exemple, ne pourrait pas être un donneur de tissu humain. Donc, de par le fait que les critères se ressemblent trop, on exclut. Puis, est-ce qu'il y a tu sais, tantôt, tu parlais du type de valve qui était nécessaire pour la greffe. Quand on parlait des cellules souches, il y a vraiment un match très précis qui est basé sur l'ADN, le code d'ADN. Comment ça fonctionne quand on a un produit? Qu'est-ce qui fait qu'un donateur puis un donneur puis un receveur qui sont compatibles? C'est quoi? C'est-tu de l'ADN aussi? C'est pas nécessairement de l'ADN. Je te dirais qu'en d'entrée de jeu, c'est vraiment le chirurgien qui va aller décider qu'est-ce qui est le mieux pour son patient. Le chirurgien a plusieurs options de son côté. Nous, qu'est-ce qui est mieux pour nous, c'est vraiment le don de la valve. C'est vraiment une question de calibre, de grosseur. Faut vraiment que le tissu que nous autres Quand tu parlais de calibre, c'est la grosseur. La grosseur de la valve. Puis aussi l'âge du donneur versus l'âge de la personne qui va recevoir. C'est sûr qu'un jeune receveur, on cherche à avoir une valve sensiblement dans les mêmes âges. La valve, si je ne me trompe pas, de par le traitement que vous faites, elle est décellularisée, donc il n'y a plus les gènes du donneur, donc il n'y a pas de risque de rejet pour le receveur, c'est ça? Dans le don de tissu humain, il peut y avoir des risques de rejet, mais vraiment, vraiment moins que le don d'organe. Que le don d'organe, effectivement. C'est pas une exclusion, ça peut arriver, mais puis les précautions sont prises à ce moment-là. C'est quoi le terme décellularisé? Décellularisé. Pour vrai, je me suis trouvée bonne de ne pas l'avoir démoli en disant. Ça veut dire qu'il n'est plus, entre guillemets, vivant? Il n'y a plus l'ADN du donneur, dans le fond, dans le tissu. OK. Fait que c'est vraiment plus une question de grosseur, de type de produit versus l'ADN. L'ADN n'a rien à voir là-dedans. Exactement. Okay. Puis c'est... les dons se font à l'échelle du Québec ou ça peut être... parce que, mettons, exemple, cellule souche, c'est le registre mondial. Ici, quand on fait un don de tissu... le tissu de la greffe peut être fait au Québec ou au Canada? Oui, la greffe peut être faite au Québec comme au Canada. J'ai pas beaucoup d'histoires vraiment que ça sortit du pays. C'est pas impossible. On a quand même une banque de tissu humain qui est disponible à tous. Donc, un chirurgien transplanteur des États-Unis pourrait... Je crois, commander sur le catalogue des tissus humains d'Emma Québec. J'ai mis ça en guillemets parce que... mais oui, il y aurait la possibilité, mais règle générale... Oui, c'est ça. Mais le mandat d'Emma Québec, c'est vraiment de distribuer des tissus humains au Québec pour les patients québécois. C'est ça notre objectif. On n'est pas fermé à faire une distribution, mais c'est pas... je pense que c'est pas la majorité des cas du tout. Puis combien, je ne sais pas si vous connaissez le chiffre exact, mais combien de prélèvements puis combien de greffes qu'on peut faire... à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois au Québec? L'année passée, il y a eu environ 1078 prélèvements. Je dis environ là parce que L'année passée au complet? L'année dernière, oui. Il y a eu 1078 prélèvements de tissu, c'est-à-dire quasiment 3 par jour, mettons. Puis il y a combien de monde qui meurt au Québec par jour, qui serait éligible? Dans la dernière année, il y en a qui seraient éligibles. Il y a eu 78 000 décès au Québec l'année passée. On considère qu'il y a à peu près la moitié des décès qui pourraient être des donneurs potentiels de tissu humain. Donc, à peu près un 30 000. Fait qu'il y a eu 1000 personnes qui ont donné, puis il y aurait eu à peu près 30 000 personnes qui auraient pu être éligibles au don. Oui, mais en fait, ça serait pas possible de faire le prélèvement chez ces 30 000 patients-là. Le chiffre qui choque un peu plus, c'est que sur les 30 000 qui auraient pu être des donneurs potentiels, qui auraient pu être référés à Emma Québec, on a reçu environ 6 000 recommandations. C'est là que le chiffre est un peu choquant de se dire on a perdu des milliers d'occasions d'avoir des donneurs potentiels de tissu humain. On n'aurait jamais assez de bras pour pouvoir faire tous ces prélèvements-là. Puis est-ce qu'il y a un manque de l'autre côté?
Est-ce qu'il y a des receveurs qui peuvent pas recevoir parce qu'ils sont Est-ce qu'on aurait besoin de vraiment plus? J'imagine que oui. Là, si on est ici aujourd'hui, j'imagine c'est parce qu'on veut augmenter le nombre de prélèvements qu'on peut faire. Oui, on veut être en mesure vraiment d'offrir tous les tissus possibles aux patients qui sont en attente de greffe. En ce moment, si c'est un tissu qui est pas prélevé ou qui n'est pas disponible chez Héma-Québec, nous, on a la possibilité de le commander à l'extérieur du pays. Donc, il n'y a pas de patient qui attend une greffe de peau puis qui ne peut pas la recevoir. Là, nous, on va s'assurer de l'avoir pour pouvoir la distribuer, mais on va se la procurer autrement. Dans un monde parfait, on serait capable de répondre à tous les besoins chirurgicaux, mais on n'est pas encore rendu là au niveau de notre autosuffisance. Là. Fait que, mettons, moi, je veux m'inscrire, je veux accepter d'avance de me donner, de faire un don de tissu. Et le don d'organes, je pense que c'est la même chose si je signe ma carte. Oui, en fait, quand... C'est les deux, on accepte les deux. Puis là, je veux commencer à en parler à ma famille. Oui. Comment est-ce que... C'est quoi la meilleure façon d'aborder ça? J'imagine que c'est parce qu'il y a, tu sais, mettons, je pense juste à ma grand-mère. Si elle avait amené ça dans sa famille, c'est pas tout le monde qui aurait été d'accord avec l'idée. C'est pas tous ses enfants qui auraient été d'accord. Fait que c'est quoi la façon? Y a-tu comme un genre de marche à suivre pour les gens comme moi qui sont pas très bons avec les personnes? C'est quoi, mettons, c'est comment qu'il faut amener ça dans sa famille? C'est comment qu'il faut lancer le sujet, dans le fond? Je pense que moi, je prône beaucoup le soyons directs puis disons-nous ce qu'on a à nous dire. Là. Si c'est un sujet il n'y a aucun sujet qui ne mérite pas d'être abordé. On peut utiliser le jeu d'Héma-Québec, la question qui ne tue pas, si jamais on sent que c'est un sujet qui est plus fragile un petit peu à la maison avec la famille. Mais je pense que c'est important d'avoir ces discussions-là. Puis ce qui est important de nommer, c'est vraiment notre volonté. Moi, j'ai le désir d'être un donneur au moment où je vais décéder. Est-ce que tu es prêt à respecter mes volontés puis à faire ce qu'il faut, tu sais, quand le moment va venir? Fait que c'est une des meilleures façons. Donc, vraiment d'en parler avec nos familles, nos proches. Sinon, vraiment de venir signer notre protocole en arrière de notre carte d'assurance maladie. Quand on va faire notre testament avec notre notaire, de lui mentionner notre désir d'être un donneur d'organes ou de tissus au moment de notre décès, puis d'aller compléter le registre informatique au niveau de la Régie de la RAMQ du Québec aussi pour signifier notre volonté. Oui, c'est ça, parce qu'il y a une régie aussi qui est comme une double... Oui, qui est comme l'espèce de signature qu'on a en arrière de notre carte d'assurance maladie, mais qui devient informatisée. Donc, c'est géré par le site web de la RAMQ, finalement, puis nous, on a accès à ce registre informatisé-là. Mais lançons-nous, puis osons se poser la question, puis ouvrir ce sujet-là entre nous. Je pense que c'est vraiment la meilleure manière de briser ce tabou-là. C'est parce que, mine de rien, si on a une seule certitude dans la vie, c'est qu'on s'en va tous vers cette direction-là. Puis, mais on n'en parle pas de ça. On n'en parle pas parce que c'est un peu... la mort, c'est quelque chose qui est comme en parallèle de notre propre vie. T'sais, on sait que c'est ça, on sait qu'on s'en va vers là, mais on ne peut pas s'empêcher de vivre notre vie en fonction de cette certitude-là. Fait que, en parlant entre nous, puis comme Caro, elle a dit, il y a plein de moments, là, même si c'est pas juste d'engendrer une conversation en plein milieu du souper, de dire hey, moi, papa, moi, maman, j'aimerais ça, ou à ta blonde. Il y a des moments, quand vient le temps de renouveler ton permis de conduire, ta carte d'assurance maladie, il y a tout le temps l'autocollant, justement, qui peut suivre avec ça. Tu peux aller à l'hôpital, les voir, justement, puis en ramasser, puis peut-être engendrer une discussion par la suite quand tu vas revenir de là avec tes proches. Fait que... Ce qui est bien, c'est que c'est une grande conversation qu'on n'a pas besoin d'avoir 12 fois. On peut avoir une conversation franche par rapport à ça, puis les gens s'en souviennent quand on a cette conversation-là. Donc, un coup que c'est dit une fois, je pense que c'est clair. Est-ce que les gens font les premiers pas? Des fois, mettons, exemple, mon mari est décédé, ma mère est décédée, on a déjà eu la conversation sur le don de tissu, le don d'organes, puis... donc, pour initier, justement, recommander son proche décédé pour le... On a déjà des familles de patients décédés qui nous ont téléphoné pour référer leurs proches pour un don de tissu. Ça, c'est des choses qui peuvent arriver, effectivement. J'imagine que si la personne décédée n'a pas autorisé avant, même si la famille initie ça, c'est pas possible. En fait, la seule façon dont on pourrait pas aller de l'avant, c'est si la personne a signifié son refus. Donc, on parle de consentement depuis le début du podcast, là, mais il y a aussi la possibilité de signifier son refus d'être un donneur de tissu humain. Donc, au niveau de notre testament, on peut dire oui, on peut dire
je le sais pas, puis on peut dire non, je veux pas être un donneur de tissu. À ce moment-là, nous, on peut pas aller à l'encontre des volontés du défunt. Là. Mais si la famille dit, on a eu la conversation, puis il était, même s'il n'avait pas signé sa carte, s'il n'y a pas de trace au niveau de ses volontés, ce qui est pas un cas de figure qui arrive si rarement que ça. C'est pas tout le monde qui fait des testaments, puis c'est pas tout le monde qui vont remplir le registre informatique de la RAMQ. Dans ce cas-ci, oui, c'est la famille qui va trancher, puis c'est avec eux qu'on va produire un consentement finalement pour pouvoir aller de l'avant pour faire le prélèvement des tissus. Là. Fait que, tu sais, j'imagine aussi, ça peut être... tu sais, là, on a parlé de la position de la personne de dire... personnellement, en parler à ses proches, est-ce que je suis à l'aise avec ça? Est-ce que je consentis? Mais de poser la question aussi dans l'autre sens, d'avoir cette discussion-là avec ses proches, si t'arrive quelque chose ou si quoi que ce soit, soit signe ta carte ou juste avoir la discussion comme ça. Quand le moment arrive, les proches sont préparés puis on sait quoi répondre. Oui. C'est ça. J'en ai pour qui, quand je pose la question, il y en a pour qui c'est très clair. Oui, je connaissais ses volontés, c'était clair. Puis il y a ceux qui sont pas, ceux qui n'ont pas osé aborder la question, là, pour eux, c'est difficile de trancher parce qu'ils le savent pas. Mais quand les gens ont eu la conversation, j'ai des oui très rapidement, souvent avec ces familles-là, les gens qui ont eu le courage d'aborder ce sujet-là de leur vivant, c'est beaucoup plus facile pour la prise de décision. Puis il y a moins de sentiment de culpabilité de la part de la famille aussi, parce que quelqu'un qui va répondre ben oui, parce que moi, c'est dans mes valeurs, puis je trouve ça important, mais lui, je le sais pas, tu sais, puis fait que souvent, c'est difficile pour ces familles-là de trancher, donc d'où l'importance d'aborder cette question-là. Là. Est-ce qu'on sait combien il y a de greffes annuellement au Québec qui se font? On a distribué l'année dernière entre 7 et 8 000 produits dans les hôpitaux du Québec. C'est énorme, on se souvient qu'on a eu 1000 prélèvements. Ben oui, c'est ça, on a eu 1000 prélèvements à l'extérieur, vraiment beaucoup. Comment? Fait qu'on est obligé d'aller en chercher à l'extérieur. Ben non, parce qu'un seul donneur peut donner plus qu'un tissu. Oui. Jusqu'à 1000 quelques prélèvements. 1000 prélèvements, mais c'est pas 1000 tissus. C'est beaucoup plus de tissus que ça. Là. OK. Je comprends. Mais en tout cas, on encourage vraiment les gens à signer leur carte d'assurance maladie. C'est tellement facile, dans le fond. C'est tellement simple. Puis si la discussion qu'on vient d'avoir... intéresse les gens, mais l'action, c'est la chose la plus simple à faire. Là. C'est d'une simplicité quasiment alarmante. Là. Ouais, puis juste de... Tu sais, mettons, là, je regarde le jeu aussi, puis tu sais, ça, je trouve que c'est super intéressant. Puis tu sais, je passais à travers un peu les cartes de se poser ces questions-là, de réfléchir à la mort un peu. C'est un sujet je pense qu'on met de côté. Qu'on tente d'éviter parce que c'est inconfortable et parce que c'est difficile, mais comme tu disais tantôt, on s'en va tous. On s'en va tous vers là. Fait que tu sais, de commencer à poser ces questions-là, justement, puis peut-être aussi ça peut faire avancer notre réflexion, nos croyances, d'avoir des discussions autour de la mort avec les gens autour de nous, même si c'est pas toujours le fun, mais des fois, c'est le fun quand même. Des fois, c'est de réfléchir à ces grandes questions-là, de l'inconnu, puis les questions existentielles, finalement, de qu'est-ce qui se passe après la mort, de qu'est-ce que ça... L'autre jour, j'ai demandé à des amis, ce serait quoi votre plus beau souvenir, mettons, si vous mourriez demain? Puis là, ça me fait juste mettre en perspective. Tu sais, des conversations comme ça, c'est quand même le fun, de savoir que la finalité existe. Ça ouvre vraiment des belles discussions aussi. Puis des fois, ça nous permet de redécouvrir un peu les gens de notre entourage qu'on pensait qu'on connaissait de A à Z. Là, on a vraiment des belles surprises, je trouve, avec ces questions-là. Oui, tout à fait. Merci infiniment d'être venu nous parler. C'est un grand plaisir. C'est toujours des collaborations tellement enrichissantes pour nous aussi. Là. Puis, merci de votre temps. C'était super. Merci. Ça a été un plaisir. Yes. All right. Yes. Hey. Merci.